Ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS2 pour ce nouveau numéro de votre magazine Midi Actu. Voici le sommaire de ce jeudi. Le nombre des députés. À l'international, au Burkina Faso, la lutte contre le blanchiment de capitaux se poursuit. Une lutte contre les circuits financiers clandestins qui a motivé bien sûr une formation à l'endroit des enquêteurs. Voici le reportage. Sur les bancs de l'École nationale d'administration et de magistrature, ces acteurs clés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont venus apprendre les techniques d'enquête financière et de poursuite pénale dans le cadre d'une stratégie adaptée à la lutte contre les circuits financiers clandestins des organisations criminelles et terroristes. C'est spécifiquement la formation qui va nous donner les éléments d'analyse et des outils techniques par rapport à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et vous savez que c'est un phénomène transnational, ça relève du crime organisé et que l'efficacité de la lutte contre ce phénomène est liée justement à l'acquisition de façon pragmatique d'outils pratiques qui permettent aux acteurs de la chaîne pénale de faire face à ce phénomène qui est de plus en plus subtil et qui paralyse le fonctionnement de nos institutions. Cette formation dure 2 semaines et se déroulera en 3 niveaux progressifs. Dans le module de base, c'est leur apprendre le b.a.-ba du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans le module intermédiaire, c'est leur donner les outils, les premiers outils de lutte pour pouvoir donc mener à bien les enquêtes financières et antiterroristes et pour pouvoir donc dresser le procès-verbaux qui seront transmis à la justice. Et le 3e module, c'est de voir avec les magistrats comment ils pourront mettre en œuvre ces 2 autres outils et pouvoir donc prendre des décisions fermes afin que ces phénomènes-là puissent être soit résorbés ou soit mis hors d'état de nuit. Des modules pertinents seront mis à la disposition des instituts et écoles de formation qui pourraient les intégrer dans leur curricula de formation initiale et continue. Toujours hors de chez nous, les États-Unis accusent l'équipementier télécom chinois Huawei de vol de technologie. 13 chefs d'inculpation ont été au total retenus. Des poursuites contre la directrice financière de la marque ont d'ailleurs entraîné bien sûr son arrestation. Un élément de nos confrères de la Libre Belgique. Huawei began a concerted effort to steal information about a robot that T-Mobile used to test mobile phones. Huawei allegedly asserted that all of its Iranian business was in compliance with the American sanctions. These alleged false claims led banks to do business with the company and therefore to unknowingly violate our laws.一段时间以来，美方动用国家力量抹黑和打压特定的中国企业，企图扼杀企业的正当的合法经营，背后有很强的政治企图和政治操弄，这是中方的立场，已经很清楚了。Et tout de suite, mesdames et messieurs, nous accueillons l'invité du jour. Il s'appelle monsieur Ibrahima Baldé, jeune entrepreneur. Bienvenue à vous sur ce plateau de Midi Actu. Merci. Alors aujourd'hui, dans la rubrique entrepreneuriat, vous allez nous y accompagner. On va parler essentiellement donc d'entrepreneuriat des jeunes, n'est-ce pas? Absolument. Tout à fait. Et tout de suite, nous passons à la suite de Midi Actu. Dans l'éphéméride du jour, nous parlons du vol des 119 toiles du célèbre peintre Pablo Picasso le 31 janvier 1976. Cela s'est passé au Palais des Papes à Avignon. Quelques dizaines d'années plus tard, quelques tableaux ont pu être retrouvés suivant ces images. Moment d'émotion au centre Pompidou à Paris.
15 ans après sa mystérieuse disparition des réserves du musée, la coiffeuse de Picasso est de retour chez elle. Cette petite toile brune de 46 cm sur 33 retrouve sa place sur les murs du musée d'art moderne après une découverte rocambolesque dans un simple colis postal. La coiffeuse de Picasso a été retrouvée en décembre 2014 par les douanes américaines. Elle était emballée dans un paquet qui avait été envoyé de Belgique jusqu'aux États-Unis avec une étiquette portant une valeur ridicule de 30 €. Le destinataire du colis intrigue spécialement les douaniers. Un entrepôt climatisé dans le Queens, plutôt étrange pour un paquet de si peu de valeur. Et pour cause, un Picasso se cache sous l'emballage FedEx. Mais la toile de 1911 est détériorée par de mauvaises conditions de conservation. Résultat, la peinture s'écaille. Lorsqu'elle réintègre le musée, la coiffeuse passe donc plus de 5 mois entre les mains du service restauration au sous-sol. Picasso a travaillé de façon très fine, très mince, sur une toile assez peu apprêtée, assez peu préparée. Et c'est probablement aussi ce défaut de préparation qui a accentué la fragilité de l'œuvre, notamment l'exposition de mauvaises conditions climatiques. La restauration demande à la fois minutie, légèreté, une main ferme, et d'oublier que le tableau est estimé à 15 millions de dollars. Et petit à petit, sous d'infimes touches de pinceau, on voit réapparaître ici un flacon, là une ébauche de meuble, au milieu des tons de brun et de beige. La composition du tableau n'était pas du tout évidente, mis à part le fait que les lignes étant brisées, on avait du mal aussi à retrouver les formes visuellement. Donc c'est le petit miracle qui se renouvelle à chaque fois en fait, de faire ressurgir la peinture. Un petit miracle exposé jusqu'à lundi à l'entrée du musée. La coiffeuse sera ensuite présentée au public au milieu des siens dans la salle des peintures cubistes. Quant à la façon dont le tableau a disparu des collections, c'est toujours un mystère. Alors c'est quand même quelque chose de spécial, hein, parce que des tableaux de Picasso, 119 au total qui ont été volés, puis certains de ces tableaux ont été retrouvés quelques années plus tard. L'art c'est sacré. Hein. Absolument, je dirais même au-delà du sacré, il est multidimensionnel et intemporel. Et est-ce qu'il vous arrive, vous, ici au Sénégal, d'aller un peu visiter des expositions ou quoi? Enfin, il m'arrive d'en faire, oui, mais pas souvent. C'est quel art que vous appréciez le plus? J'aime bien la peinture, l'écriture aussi, les arts africains comme la sculpture aussi. C'est un art qui me fascine particulièrement. D'accord. Et vous êtes donc Baldé, originaire d'où du Sénégal? Originaire du Fouladou, de Kolda plus précisément. D'accord, très bien. La culture y est très riche. Absolument. Et nous passons à la chronique culture justement du jour. Alors aujourd'hui, côté culture, nous parlons littérature avec la présentation de l'ouvrage La critique sur la notion d'art africain. C'est le critique d'art, enseignant philosophe Babacar Mbaye Diop qui s'est penché sur la question. Il est ici avec Maïmounassi. Bien sur la définition de l'art africain, parce que pendant longtemps, les définitions de l'art africain nous venaient de l'Occident. Et à mon sens, il était temps que les Africains définissent eux-mêmes leur propre art. La perception d'abord que les Occidentaux ont de l'art africain, parce qu'encore une fois, le mot art africain ou l'expression art africain est une expression purement occidentale. Les Africains n'ont pas inventé l'expression. D'abord, dans nos langues, que ce soit Wolof, Diola ou Séré, le mot art n'existe pas. Donc, si vous voulez, c'est une invention purement européenne. Mais cela ne veut pas dire que les Africains ne connaissent pas le beau, comme l'ont dit beaucoup de penseurs occidentaux. S'agissant de ce livre-là de Mbaye Babacar, l'idée c'était vraiment de présenter le livre dans son objet parce que c'est une réédition. Donc il a revu et augmenté son propos, il a remis en contexte notamment en y ajoutant des éléments sur le contemporain des arts. Mais sa question fondamentale c'est quoi la notion d'art africain? Mais c'est un ouvrage intéressant parce qu'en fait cet ouvrage rassemble des vues qui parfois sont des vues très éparses.
C'est un ouvrage aussi qui se met en perspective parce qu'il met sur la balance aussi les logiques qui traversent actuellement d'ailleurs des choses qui se font avec la Biennale de Dakar, etc. Je reproche à cet ouvrage-là parfois d'être pas radical, parce que radical renvoie à quelque chose qui renvoie à de la racine, mais des positions qui ne sont pas nécessairement dynamiques. L'art, c'est de l'art. Qu'on soit en Afrique, en Europe, donc partout. Donc moi je dis que c'est une expression artistique. Maintenant, dans l'expression contemporaine, c'est beaucoup plus vaste parce que l'artiste africain s'est construit plusieurs identités. Alors, merci à Maïmounassi. Un commentaire là-dessus, l'art africain, qui n'est pas vraiment une expression que les Africains ont créée, qui nous vient de l'Occident. Donc, on parle toujours d'art de toute façon, et vous l'avez dit, avec cette dimension culturelle internationale. Absolument. Il faut noter qu'à un moment donné, bien des choses concernant l'Afrique ont été biaisées. L'information n'a pas été transmise, en tout cas la bonne information, comme il se devait. Et qu'à un moment donné, les Africains ont compris qu'il faut se réapproprier de leur propre histoire, pas de la réécrire, mais de l'interpréter d'une façon différente que celle transmise à la base par ceux qui étaient là, qui à un moment donné étaient les colonisateurs. Donc vous, en tant que jeune entrepreneur, M. Baldé, est-ce que vous rencontrez aussi des jeunes entrepreneurs côté culture? Absolument. Il y en a qui sont dans le design, par exemple, qui sont très bien, qui valorisent le tissu africain, les modèles africains. Et je pense que ces jeunes-là sont à encourager du point de vue appui, du point de vue aussi promotion, parce qu'ils font tout pour mettre au devant de la scène ce qui est les produits africains et les talents africains. Comme moi aujourd'hui, donc avec cette jupe en wax. Tout à fait. Alors nous passons à la dernière partie de Midi Actu pour ce jour, la chronique entrepreneuriat. Alors, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat des jeunes, mais de plus en plus aussi, on s'intéresse à l'initiation à l'entrepreneuriat pendant que le jeune poursuit ses études. À cet effet d'ailleurs, des professeurs d'instituts de formation ont mis en place le projet Tomorrow Africa, initiative pour former gratuitement 5000 jeunes à l'entrepreneuriat, suivant un peu les explications de M. Saladjordien. Il est formateur en communication et aussi fondateur de cette initiative Tomorrow Africa. Par rapport à cette formation que nous voulons offrir à ces jeunes, à ces 5000 jeunes, cette formation elle est gratuite parce que nous voulons redonner à la jeunesse sénégalaise ce que ce pays donc, nous a tout donné. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous avons étudié au Sénégal, nous avons eu des bourses au Sénégal. Donc après plus d'une décennie d'expérience dans le domaine, dans différents domaines, nous souhaiterions aujourd'hui partager cette expérience-là avec les jeunes, raison pour laquelle Tomorrow Africa a été mis sur pied en formant les jeunes, mais aussi au niveau de l'incubateur, les aider, les encadrer à tous les niveaux, que ce soit au niveau juridique, au niveau administratif et au niveau technique, jusqu'à la création de leur start-up. La particularité de nos méthodes de formation aujourd'hui prend en compte la dimension réelle même du marché de l'emploi au Sénégal. Nous sommes des professionnels de l'enseignement. Nous comprenons un peu les tares, les difficultés par rapport à l'enseignement classique. Raison pour laquelle nous avons essayé quand même à travers nos méthodes de formation de les adapter un peu à l'offre d'emploi au niveau du marché local. Donc à ce niveau-là, on a fait quand même un travail de benchmarking et on a adapté nos méthodes de formation. Alors, vous avez suivi avec moi cet élément, donc Monsieur Baldé. N'est-ce pas là une belle initiative, hein, former 5000 jeunes gratuitement à l'entrepreneuriat? Absolument, c'est une initiative à saluer parce que je pense qu'ils ont compris l'enjeu et l'urgence même de l'heure qui est celui de former les jeunes et de les valoriser et de les encourager à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est une chose absolument importante. Et quel est l'intérêt justement, ne serait-ce qu'à l'école ou alors quand ils sont dans des instituts de formation, de déjà les former à l'entrepreneuriat? L'intérêt, il est capital, il est crucial, il est même primordial dans la mesure où depuis un certain temps, il y a des choses qui se font comme formation, mais l'accent particulier n'a pas été mis sur l'entrepreneuriat. Et donc là,
c'est plus que nécessaire en tout cas de valoriser ça, c'est-à-dire de former dans ce domaine qu'est l'entrepreneuriat et d'enseigner les b.a.-ba, les tenants et les aboutissants de tout ce qui est entrepreneuriat et de permettre à ces gens-là d'identifier les rouages de ce domaine afin de pouvoir se positionner en temps réel et de pouvoir valoriser ce secteur qui est, je dirais, le domaine. Qu'est-ce qui pourrait justement donc motiver ce genre de formation, donc former plusieurs jeunes comme ça à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on se rend compte qu'une fois qu'ils ont terminé les études, ils ont du mal peut-être à trouver un emploi ou ils ont du mal à se lancer dans une start-up? Pourquoi se motiver à justement faire ce genre de formation? Alors, à mon sens, le choix il est motivé par diverses réalités. D'abord, à la base, on a compris qu'il y a pas mal d'enseignements classiques, entre guillemets, et de programmes qui, en réalité, ne répondent pas aux besoins du marché. Et donc là, il y a besoin nécessairement de préparer la potentielle main-d'œuvre à ce que demande le marché. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une compréhension des enjeux de l'heure. C'est que l'entrepreneuriat, au-delà des formations académiques ou scolaires, ne vise pas à donner tout, mais à valoriser ce qui existe déjà. Donc c'est par exemple de prendre un photographe, de faire de lui un professionnel entrepreneur qui évolue dans le domaine de la photographie et de l'image, c'est de prendre un designer et de faire de lui quelqu'un de très créatif dans le domaine, chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les formations de base où il fallait nécessairement apprendre le droit pour être juriste, apprendre les lettres pour sortir homme de lettres ou professeur de langue, entre autres. Et là, on se rend compte que l'entrepreneuriat, lui, valorise l'humain en tant que tel et va chez lui, n'exige pas de lui de faire naître quelque chose, mais trouve déjà quelque chose qui est en lui, le développe, le valorise et le met au devant de la scène. Ce que vous dites est tellement intéressant parce qu'il me semble qu'à l'instar des écoles de formation en communication, en journalisme ou en commerce ou quoi, il serait peut-être judicieux aussi de mettre en place des écoles de formation en entrepreneuriat. Absolument. Aujourd'hui, on a l'École nationale des arts ou des beaux-arts pour certains. On a l'École supérieure d'économie appliquée, on a l'Institut supérieur de droit de Dakar. On a énormément d'écoles et d'instituts qui sont spécialisés dans tous ces domaines-là qu'on pense jusqu'ici et qui le sont d'ailleurs importants. Mais malheureusement, on n'arrive pas à trouver par exemple l'École nationale d'entrepreneuriat ou l'Institut national d'entrepreneuriat qui se spécialise exclusivement dans le développement de l'entrepreneuriat, dans la promotion du domaine qui est l'entrepreneuriat. Et en ce sens, il serait plus qu'intéressant, il serait même d'ailleurs judiciaire et crucial de faire ou de penser en tout cas à un contenu purement de formation scolaire, universitaire ou académique allant dans ce sens pour faire valoir ce domaine. Et est-ce qu'on pourrait aussi inclure dans ce processus le secteur informel? Parce qu'on sait que, en tout cas ici au Sénégal, beaucoup de jeunes qui entreprennent, ils sont dans le secteur informel. Absolument. Vous savez, le secteur informel, si stigmatisé soit-il, est un secteur très résilient, très résistant. Les crises successives qui ont mis à genoux les secteurs du Sénégal ont trouvé ce secteur et l'ont laissé très compétitif et très important. La récession économique de 2008, les ajustements structurels de 1994, l'échec du plan quadriennal de 1965. Donc tout ça là a montré que le secteur informel en fait est un secteur à valoriser. Donc d'où la nécessité de prendre ce secteur, de se l'approprier et de le permettre de continuer de jouer ce rôle qu'il joue. Parce que tout simplement, aujourd'hui, le secteur formel ou même dit formel, j'allais même dire formalisé, on le sait, notre économie, elle est extravertie. Je ne veux pas faire de la victimisation, mais ce qui fait que les retombées ne profitent pas nécessairement aux locaux, aux nationaux, aux Sénégalais. On le sait tous. Donc, ce qui fait que le secteur informel, quant à lui, il valorise tout ce qui est activité créative, mais aussi il répond à un besoin ou à des besoins très larges. Prenez la ceinture vivrière du Niayes, par exemple, où 60% de la demande en culture vivrière, en riz et en produits maraîchers est vraiment satisfait par ce secteur informel
et où malheureusement que 16% des terres aménagées n'est occupée que par ce secteur. Donc on voit là une sorte de bémol et il est plus que nécessaire que les décideurs politiques vraiment valorisent ce secteur. C'est vrai qu'il y a des pas qui sont en train d'être faits. Il y a un ministère qui a un volet secteur informel, consommation locale dans ce sens. Mais on peut mieux faire en aidant ces gens-là à avoir le courage de s'affirmer au lieu de se cacher ou d'avoir en quelque sorte un complexe de vulgariser leurs activités. Et si nous revenons à l'idée de formation, donc et toujours concernant le secteur informel, ou en tout cas pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de faire une école, donc est-ce que ça permettrait aussi, si on mettait en place ce genre d'institut de formation à l'entrepreneuriat, de lutter contre les disparités sociales entre les personnes qui ont eu une éducation, qui ont eu accès à l'école et celles qui ne l'ont pas eu? Absolument. Je dirais même qu'il y a une nuance à noter entre ce qu'est l'éducation et l'instruction. Ces gens-là sont bien éduqués. Certains sont des érudits en matière d'enseignement coranique, par exemple. Et donc là, ils sont éduqués. C'est pas qu'ils n'ont pas fait l'école, qu'ils ne sont pas éduqués. Donc c'est une nuance à noter et qui est vraiment importante. Ce qui veut dire tout simplement que ces gens-là ne sont pas à stigmatiser, à banaliser, voire même à être marginalisés. Au contraire, ils sont à être considérés comme des acteurs potentiels et même des acteurs essentiels, j'allais dire, ce que les Anglais appellent the key players, donc les acteurs vraiment incontournables, n'est-ce pas, de la scène économique ou du circuit économique. Et là, en fait, quand je parle d'accès à l'école, c'est surtout par rapport à la langue, parce qu'on sait que parler plusieurs langues ne peut être que bénéfique pour celui qui entreprend, que ce soit pour les langues nationales comme pour les langues étrangères. Tout à fait. Je vais vous dire une chose. Il y a une réalité qui est que ces gens-là qu'on considère peut-être comme les Banabana ou les Roslouman ou les Bujuman pour certains, sont très doués en matière de langue. Vous trouverez un Banabana ou un Bujuman par exemple qui parle déjà les langues locales comme le Wolof, sa langue maternelle et d'autres langues, mais également qui se débrouille à travers ce qu'on appelle les chaînes qu'il développe, les réseaux marchands qu'il développe. Un Banabana qui fait par exemple du commerce interrégional, qui est au Sénégal, qui va au Mali, qui se rend en Gambie, qui se rend dans les deux Guinées, celui-là a plus de chances de parler ces langues-là parce qu'à un moment donné, c'est l'interaction même qui suscite ce besoin absolument de parler la langue. Donc oui, nécessairement, les langues profitent et ces gens-là en ont cette aptitude-là de les parler et ils font les efforts pour les parler. Voilà. Monsieur Baldé, nous allons voir ensemble une dernière vidéo d'un jeune qui n'a que 7 ans et qui est donc élève et parallèlement aussi développeur. Suivons cette vidéo. À 7 ans, Ethan est le plus jeune développeur d'appli de Tanzanie. Il a créé une appli d'apprentissage pour enfants de son âge. Bonjour, je m'appelle Ethan. La journée, je suis un enfant de 6 ans comme les autres qui aime l'école et jouer. Mais après l'école, je suis Etaman, un super-héros. J'ai créé le jeu parce que je voulais que les enfants osent rêver en grand. Et je voulais inspirer les enfants à lire et à aimer l'école. Les enfants devraient pouvoir avoir des rêves, aimer l'école et aimer lire. Mon message, tout est possible quand vous serez grand. Un rapport de l'ONU prévoit que l'apprentissage informel par le mobile remplacera l'apprentissage en classe. Pour de nombreux enfants, le mobile sera leur première interaction. Alors, un petit génie de 7 ans, un jeune Tanzanien. Absolument, chose qui est quand même rare, mais qui est intéressante et très très importante, j'allais dire. Donc, j'aimerais, pour terminer, est-ce que vous menez des actions, parce que vous êtes jeune entrepreneur, pour aussi sensibiliser vos pairs à l'entrepreneuriat? Absolument, au-delà des actions même, on prend le devant dans bien des choses. Par exemple, on accompagne les jeunes à oser prendre le devant aussi par rapport à ce qu'ils ont appris. L'idée, c'est de les faire, de leur dire du moins, de savoir qu'ils ont quelque chose et qu'ils ne doivent pas attendre. Parce que
Le rôle de l'État, le rôle de l'université, ce n'est pas de faire de la personne un génie, mais c'est de lui donner tout simplement les choses dont il a besoin pour soit devenir un génie ou un Richard ou ce qu'il choisira. À travers quel genre d'activité que vous menez ces actions? Bientôt se profilera à l'horizon le Forum national de l'étudiant entrepreneur. D'accord. Donc, on veut, à travers ce forum-là, créer un cadre fédérateur et inclusif qui permettra à tous les étudiants, acteurs entrepreneurs, apprenants entrepreneurs ou même aspirants entrepreneurs à se lancer pour ceux qui ne l'ont pas fait, à se valoriser pour ceux qui le font, à se connaître pour ceux qui sont dans divers secteurs différents. Donc, c'est 2 jours d'échange, de partage, de réflexion, de formation et d'accompagnement. Et aussi, on veut à travers ce forum créer un pont entre les porteurs de fonds, qui sont les bailleurs et les décideurs politiques, publics et privés, et les porteurs de projets qui sont ces jeunes-là, qui pour certains sont dans les startups, pour d'autres sont dans juste le besoin. Tout à fait, le financement est très important pour l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Monsieur Ibrahima Baldé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu sur ce plateau. Très bien, il était notre invité aujourd'hui dans Midi Actu, Monsieur Ibrahima Baldé, jeune entrepreneur. Et c'est la fin de ce numéro de votre magazine. Nous revenons lundi à partir de 12 h sur la RTS2, Canal 5 TNT, Canal 215 sur le bouquet Canal+. On se quitte avec la météo du jour. Au revoir. Nationale, le nombre des députés